J'ai découvert qu'il m'appelait le portefeuille sur pattes, dans mon dos, et c'était encore le plus gentil de leurs surnoms. Je tiens encore les éclats du plat à gratin dans mes mains. Le sang coule sur mes doigts, mais je ne sens rien. Devant moi, l'avocat range ses papiers avec ce sourire satisfait des prédateurs qui viennent de gagner. Votre famille demande 52 000 € de dédommagement pour préjudice émotionnel, Monsieur Moreau. Ma mère me fixe de l'autre côté de la table, les yeux secs. Ma sœur évite mon regard. Papa fait semblant de lire ses documents, mais je vois ses mains trembler légèrement. Préjudice émotionnel. Je répète ces mots comme si c'était une langue étrangère, comme si ces syllabes pouvaient avoir un sens dans ma bouche. Vous leur avez promis un soutien financier pendant des années, continue l'avocat, sa voix aussi froide que les néons du bureau. Ils ont organisé leur vie en conséquence. Votre retrait brutal les a plongés dans une situation critique. Je pose les éclats de céramique sur la table. Le bruit résonne dans le silence de ce bureau d'avocat parisien. Dehors, les gens passent avec leur vie normale, leur famille normale, leur famille qui ne les traîne pas devant un tribunal. Petite pause. Vous voyez le bouton « S'abonner » ? Cliquez dessus, et la prochaine histoire viendra d'elle-même se glisser dans vos écouteurs. Un « j'aime » est comme un petit signe de soutien. Il nous aide à continuer à raconter. Alors, on reprend ? Retrait brutal. Encore ces mots impossibles. Comme si arrêter de se faire saigner était un crime. Ma mère prend enfin la parole, sa voix tremblante comme celle d'une victime parfaite. Tu étais notre fils, Alexandre. On comptait sur toi. Tu nous as abandonnés. Comptais sur moi. Pas t'aimer, pas été fier de toi. Comptais. Comme on compte sur un distributeur automatique, sur une pension alimentaire, sur un héritage. Je me lève. Mes jambes tremblent, mais je tiens debout. 30 ans d'éducation française me disent de me rasseoir, de m'excuser, de négocier. Mais quelque chose de plus profond me pousse à rester debout. L'avocat me tend une feuille. Si vous signez aujourd'hui, nous pouvons régler cela à l'amiable. Je regarde cette feuille. 52 000 €. Exactement le montant que j'avais mis de côté pour acheter mon premier appartement à Vincennes. Comment savait-il ? Qui leur avait dit ? Ma sœur Camille me regarde enfin. Ses yeux sont rouges, mais pas de tristesse, de colère. Alex, arrête ton cinéma. Tu sais très bien qu'on a besoin de toi. Besoin de moi. Pas t'aimes, pas tu nous manques. Besoin. Vous avez 3 jours pour réfléchir, dit l'avocat en rangeant la feuille dans sa chemise cartonnée. Je sors du bureau sans un mot. Dans l'ascenseur, je ferme les yeux. L'odeur de parfum cheap de ma mère colle encore à mes vêtements. Cette odeur qui me rassurait quand j'étais petit, qui maintenant me donne envie de vomir. Comment tout a-t-il pu basculer si vite ? Il y a encore 6 mois, j'étais leur fils parfait, leur frère adoré. Le petit Alexandre qui réglait tous les problèmes, qui payait tous les frais, qui ne disait jamais non. Les portes s'ouvrent. Je marche dans la rue comme un automate. Les passants me contournent, mais je n'existe plus vraiment. Je suis devenu transparent, fantôme de moi-même. C'est là, devant la pâtisserie où j'achetais leurs éclairs préférés chaque dimanche, que tout me revient. Cette conversation que j'avais surprise par hasard. Ces mots qui avaient tout cassé, comme un marteau sur du verre. Il faut que je vous raconte depuis le début. Il faut que vous compreniez comment un homme de 30 ans, ingénieur, intelligent, en est arrivé à se faire poursuivre en justice par sa propre famille. Il faut que vous compreniez comment j'en suis arrivé là. 4 mois plus tôt. Dimanche soir, comme tous les dimanches depuis 12 ans. Je sors mon hachis parmentier du four dans la cuisine de maman. L'odeur de viande et de purée de pommes de terre remplit la pièce. C'est moi qui cuisine maintenant, depuis que maman a mal au dos. Papa lit son journal dans le salon, lunettes sur le nez. Camille gratte sa guitare dans sa chambre. À 28 ans, elle habite encore chez les parents. Alexandre, tu es un amour. Sans toi, je ne sais pas ce qu'on deviendrait. Je souris. Ces mots me réchauffent encore le cœur, même si quelque chose en moi commence à grincer. Sans toi, on ne sait pas ce qu'on deviendrait. C'est ma place dans cette famille depuis la mort de grand-mère. L'homme de la maison, le responsable, l'indispensable. Je monte chercher Camille pour le dîner. Sa porte est entr'ouverte, comme toujours. J'entends sa voix au téléphone, cette voix traînante qu'elle prend quand elle parle à ses copines.
Non, mais t'inquiète pas, mon frère va casquer. Il refuse jamais rien à maman. Papa dit qu'il a au moins 60 000 balles de côté sur son pelle. Je m'immobilise. Ma main se fige sur la poignée. Le monde s'arrête de tourner. Ouais, il est complètement accro à nous faire plaisir. Maman appelle ça le portefeuille sur pattes quand il n'est pas là. Parfois, l'assurance vie vivante. Le portefeuille sur pattes. Ces 5 mots tournent dans ma tête comme un disque rayé. Je les entends en boucle, en écho, comme dans un cauchemar. Il nous a déjà filé 18 000 pour mes conneries de l'année dernière. Cette fois, on lui racontera que papa a besoin d'une opération du dos. Il y croit toujours, le pauvre con. Le pauvre con. Sa propre sœur. Sa petite sœur que j'ai aidée à faire ses devoirs, que j'ai consolée après ses ruptures, que j'ai soutenue financièrement pendant ses études d'art dramatique qui n'ont mené nulle part. Je redescends l'escalier en silence. Mes jambes bougent toutes seules, comme celles d'un robot. Dans la cuisine, maman me sourit. Ce sourire que je connais par cœur, qui m'a accompagné pendant 30 ans. Alors mon chéri, ça s'est bien passé au bureau cette semaine ? Je la regarde. Son sourire me paraît différent maintenant. Calculateur. Ou peut-être que c'est moi qui ai changé en 30 secondes. Peut-être que j'ai grandi d'un coup, brutalement, comme on grandit parfois face à la vérité. Ça va, je murmure. Le dîner se passe comme d'habitude. Papa raconte ses problèmes de dos, qui n'existent peut-être même pas. Maman se plaint des voisins, de sa fatigue, de tout et de rien. Camille arrive en retard et mange en regardant son téléphone, comme une adolescente attardée. Il parle. Je fais semblant d'écouter. Mais dans ma tête, une seule phrase tourne en boucle. Il refuse jamais rien. Après le repas, maman me prend dans ses bras. Ses bras de petite femme fragile qui ont toujours su m'attendrir. Mon petit Alexandre, tu es notre rayon de soleil, notre homme. Je lui rends son étreinte, mais quelque chose a cassé. Son parfum, sa chaleur, ses mots tendres, tout me semble faux maintenant. Tout me semble joué, calculé, répété. En rentrant chez moi dans mon studio de Montreuil, je repense à tous les dimanches précédents. Tous ces petits signes que j'avais ignorés. La façon dont les conversations s'arrêtaient quand j'arrivais. Leurs regards échangés quand je sortais mon chéquier. Cette facilité déconcertante avec laquelle ils acceptaient mon aide. Ils refusent jamais rien. Cette nuit-là, je ne dors pas. Je fixe le plafond en me demandant depuis combien de temps ils me voient comme ça. Un portefeuille sur pattes. Pas un fils. Pas un frère. Un distributeur automatique avec des sentiments. Une banque ambulante qui dit « Je t'aime » en signant ses chèques. Lundi matin, 7h30. Mon téléphone sonne. Maman, évidemment. « Bonjour mon chéri. Dis-moi, tu aurais 5 minutes ? Papa voudrait te parler de quelque chose d'important. » Quelque chose d'important. Après ce que j'ai entendu hier, ces mots prennent une couleur différente. Une couleur danger, comme un panneau de signalisation. « Je passe ce soir ?» Je réponds, la voix plus froide que d'habitude. « Oh, tu es adorable. Tu sais qu'on t'aime, hein ? Plus que tout au monde. Plus que tout au monde. Surtout plus que mon compte en banque. » Je raccroche sans répondre. Premier acte de rébellion en 30 ans de vie. Au bureau, je n'arrive pas à me concentrer sur mes calculs de résistance des matériaux. Ma collègue Juliette remarque ma nervosité. Juliette, 45 ans, divorcée, 2 enfants qu'elle élève seule depuis 10 ans. Ça va ? Tu as l'air bizarre. Tu fais une tête d'enterrement. Ma famille me prend pour un idiot. Je lâche sans réfléchir. Elle lève les yeux de ses plans d'architecture. Juliette a survécu à un divorce difficile, à des crises que je ne peux même pas imaginer. Elle connaît la vie mieux que moi. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Je lui raconte la conversation de Camille. Elle m'écoute sans m'interrompre, le visage de plus en plus sombre, de plus en plus dur. « Alexandre ?» dit-elle enfin, et sa voix a cette gravité qu'elle prend pour les problèmes sérieux. « Depuis combien de temps tu leur donnes de l'argent ?»« Je ne donne pas. J'aide, c'est différent, c'est ma famille. » « Combien ? » Je calcule rapidement. Les petites sommes pour les courses, les grosses pour les urgences, les moyennes pour les caprices. Peut-être. 47 000 € en 6 ans. Juliette siffle entre ses dents. 47 000 €.
Et ils t'ont remboursé combien? Le silence répond pour moi. Un silence lourd, embarrassé, révélateur. Tu vas faire quoi ce soir? Papa veut me parler, sûrement encore un problème d'argent, sa fameuse opération du dos. Et tu vas donner? Je réfléchis. Pour la première fois de ma vie, je réfléchis vraiment avant de dire oui automatiquement. C'est douloureux, comme un muscle qu'on n'a jamais utilisé. Non, je dis, je vais refuser. Bien, il était temps. Le soir, je sonne chez mes parents. Papa ouvre, son sourire aux lèvres. Ce sourire de père aimant que je connais si bien. Mon petit Alexandre, entre, entre. Tu as l'air fatigué. Dans le salon, maman tricote. Camille joue sur sa Switch. Personne ne lève les yeux. Je ne suis qu'un meuble qui bouge. Alors, commence papa en s'installant dans son fauteuil, j'ai un petit service à te demander. Un petit service. Toujours ces mots-là pour commencer. Le préambule classique avant la demande d'argent. Mon dos me fait vraiment souffrir. Le médecin dit qu'il faut une IRM, puis peut-être une opération. L'avance à payer, c'est 4 500 €. Tu pourrais nous dépanner? Tu sais que dès que la Sécu rembourse... Non. Le mot sort tout seul. Sec, net, définitif. Un missile dans le salon tranquille. Papa cligne des yeux. Pardon? Non, papa, je ne peux pas. Maman lève la tête de son tricot. Camille met sa console sur pause. Le silence remplit le salon comme du plomb fondu. Mais tu as toujours, bafouille papa, vraiment déstabilisé. Justement, j'ai toujours. Cette fois, non. Je vois leurs regards se croiser. Ces petits coups d'œil qu'ils échangeaient déjà quand j'étais enfant et que je refusais de manger mes haricots verts. Ces regards de conspirateurs. Tu traverses une période difficile, mon chéri? Demande maman avec sa voix de fausse inquiétude, celle qu'elle prenait quand j'étais malade. Non, je traverse une période lucide. Camille se lève brusquement. Alex, qu'est-ce qui te prend? Papa souffre vraiment. Papa souffre vraiment? Ou papa a besoin d'argent pour autre chose? Le rouge monte aux joues de ma mère. Bingo. Je me lève et je pars. Dans ma voiture, mes mains tremblent sur le volant. J'ai dit non. Pour la première fois depuis des années, j'ai dit non à ma famille. J'ai l'impression d'avoir cassé un tabou, franchi une ligne rouge. Mon téléphone vibre. Un message de Camille. Tu déconnes ou quoi? C'est papa, il a mal. Je l'efface sans répondre. Deuxième acte de rébellion. Ça commence à devenir une habitude. 3 semaines de silence radio. Pas un appel, pas un message. Je commence à croire que mon refus a été accepté, que les choses vont peut-être se calmer, que ma famille va apprendre à fonctionner sans mon portefeuille. Puis maman m'appelle. Sa voix tremble, elle pleure. Vraiment. Pas du cinéma cette fois. Alexandre, il faut que tu viennes. C'est Camille. Elle a des ennuis terribles. Je ne sais plus quoi faire. J'arrive chez eux 20 minutes plus tard. Camille est dans le salon, le visage tuméfié, une lèvre fendue, un œil au beurre noir qui commence à virer au violet. Papa fait les 100 pas comme un lion en cage. Maman sanglote dans son mouchoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Je demande, et ma voix tremble malgré moi. Des types sont venus à la maison, dit papa. Ils cherchaient Camille. Elle leur doit de l'argent. Je regarde ma sœur. Ma petite sœur qui jouait à la poupée il y a 20 ans. Combien? 25 000, marmonne-t-elle sans lever les yeux. 25 000 €? Camille, qu'est-ce que tu as fait? Des conneries, du poker en ligne, des paris sportifs. Je pensais que j'allais gagner, me refaire. Sa voix se brise. Pour la première fois depuis des années, je vois ma petite sœur pleurer. Cette Camille arrogante qui se moquait de moi, qui m'appelait le portefeuille sur pattes, devient soudain une petite fille terrorisée. Ils ont dit qu'ils allaient revenir, ajoute maman, s'ils ne récupèrent pas leur argent. Maman me prend les mains, ses mains de petite femme fragile, si froide. Alexandre, tu peux nous aider? S'il te plaît, c'est ta sœur. C'est ta sœur. Et moi, qu'est-ce que je suis pour vous? Ils ont dit qu'ils reviendraient demain, ajoute papa, avec des copains, s'ils n'ont pas l'argent. Je vois la peur dans leurs yeux, une peur vraie, pas calculée. Camille tremble. Maman pleure pour de vrai cette fois. Papa a vieilli de 10 ans en une soirée. D'accord,
je dis. Je vais me débrouiller. Le soulagement sur leur visage me fait mal au ventre. Mais c'est plus fort que moi. C'est ma sœur. C'est ma famille. Le lendemain matin, je vide mon pelle. 25 000 €. Mes économies de 4 ans parties d'un coup. Je donne l'argent à papa, qui le remet à des types louches devant la maison. Tu es notre ange gardien, dit maman en m'embrassant. Notre sauveur. Ange gardien, sauveur. C'est plus joli que portefeuille sur pattes, mais ça revient au même. 3 jours plus tard, je croise Camille au centre commercial. Elle porte une robe neuve, des chaussures hors de prix. Elle fait semblant de ne pas me voir. Je la suis discrètement. Elle retrouve des copines au bar de l'hôtel Marriott. Je l'entends rire, commander des cocktails pour tout le monde. C'est moi qui régale. Mon frère m'a dépanné, encore. Elle lève son verre de champagne. À Alexandre, le meilleur frère du monde, le plus généreux. Ses amis éclatent de rire. Moi, je reste pétrifié derrière la cloison vitrée. Il n'y avait jamais eu de type menaçant. Jamais eu de dette de jeu. Jamais eu de coups au visage. Juste une mise en scène parfaite, avec du maquillage de théâtre, pour me soutirer encore de l'argent. Ma sœur avait utilisé ses cours d'art dramatiques pour me voler 25 000 €. Cette nuit-là, je pleure pour la première fois depuis des mois. Je pleure sur ce petit garçon qui croyait aux contes de fées. Sur cet homme de 30 ans qui découvre que sa famille le considère comme un distributeur automatique. Je pleure sur les 25 000 €, bien sûr. Mais surtout sur quelque chose de plus précieux encore. Ma confiance en eux. Ma foi en la famille. Elle vient de mourir, dans ce bar d'hôtel, devant un verre de champagne à 12 €. Je ne dors plus. Je mange à peine. Au bureau, Juliette me trouve dans la cage d'escalier en train de vomir mes nerfs. « Alexandre, qu'est-ce qui se passe ?» Je lui raconte l'histoire de Camille, les types menaçants, les 25 000 € volatilisés dans ses sorties au bar. « Tu vas porter plainte ?» demande-t-elle. « Contre ma propre sœur ? Contre ma famille ? Ta famille vient de te voler 25 000 € avec un chantage affectif et une mise en scène digne d'Hollywood. Oui, il faut porter plainte. Le mot voler me fait mal, mais c'est exactement ça. Ils m'ont volé. Avec préméditation, mise en scène, complicité. Et s'il y avait vraiment eu des menaces ? Je murmure, encore capable de douter. Juliette me prend par les épaules. Alexandre, regarde-moi. Tu as 30 ans, un diplôme d'ingénieur, un CDI dans une boîte respectée. Tu es intelligent, travailleur, généreux. Mais tu es en train de te détruire pour des gens qui te manipulent depuis des années. Ce sont mes parents, c'est ma sœur. Ce sont des escrocs qui utilisent le prétexte familial pour t'escroquer. Ces mots me giflent, mais au fond de moi, je sais qu'elle a raison. Depuis longtemps. Qu'est-ce que je dois faire ? Protège ce qui te reste, change de banque et arrête de les voir. Je ne peux pas arrêter de les voir, c'est ma famille. Alexandre, dit Juliette doucement, avec cette patience qu'elle a avec ses enfants. Une vraie famille ne fait pas ça. Une vraie famille ne monte pas de fausses agressions pour te soutirer de l'argent. Le soir même, j'ouvre un nouveau compte dans une autre banque. Je transfère tout ce qui me reste. Puis je change mon numéro de téléphone, comme un fugitif qui se cache. 4 jours plus tard, maman débarque chez moi. Elle sonne comme une folle à l'interphone. « Alexandre, pourquoi tu ne réponds plus ? On était inquiets. Tu nous fais peur. » Je la regarde à travers l'œilleton. Elle fait sa tête de mère inquiète, celle qu'elle prenait quand j'avais de la fièvre à 8 ans. « Je vais bien, maman. Ouvre-moi, mon chéri. Il faut qu'on parle. Tu ne peux pas nous faire ça. » On n'a plus rien à se dire ? « Alexandre, qu'est-ce qui te prend ? Tu es mon fils, mon bébé. » Son fils, son bébé. Quand elle a besoin d'argent, je suis son fils. Le reste du temps, je suis le portefeuille sur pattes. Au revoir, maman. J'entends ses pas dans l'escalier, puis le silence. Un silence lourd de reproches, de culpabilité, de chantage affectif. Pour la première fois depuis des semaines, je respire librement, comme si j'enlevais enfin un étau autour de ma poitrine. C'est ça la liberté ? Cette solitude qui ne fait pas mal ? 3 semaines de paix. 3 semaines à redécouvrir ma vie sans leur demande constante d'argent. Puis l'avocat de mes parents m'appelle au bureau. « Monsieur Moreau, Maître Benoît à l'appareil. Vos parents souhaitent organiser une rencontre pour régler vos différends familiaux.
mais différent. Comme si c'était ma faute. Comme si c'était moi qui avais créé le problème. Quel différent? Ils estiment que votre comportement leur cause un préjudice moral et financier important. Ils souhaitent trouver une solution à l'amiable. Je manque de raccrocher. Puis je réalise que cette conversation est en train d'être enregistrée. Que chaque mot peut être utilisé contre moi. Très bien, fixez un rendez-vous. Je contacte immédiatement un avocat. Maître Dubois, une femme de 55 ans qui me reçoit le jour même dans son cabinet du Marais. Racontez-moi tout depuis le début, dit-elle en sortant un carnet. Je déroule l'histoire, les années de générosité, les 47 000 € donnés par petites et grosses sommes, l'arnaque de Camille, ma décision de couper les ponts. Vous avez des preuves de ces virements? Je sors tous mes relevés bancaires. Maître Dubois les étudie attentivement, en prenant des notes. 47 300 € exactement, dit-elle. Et jamais de remboursement, pas même partiel. Il disait toujours plus tard, quand les choses iront mieux, dès qu'on aura de l'argent. Monsieur Moreau, votre famille vous poursuit pour rupture d'engagement moral. Ils estiment que vous leur devez une compensation financière pour les avoir abandonnés. Ils me demandent combien? 52 000 €. Le chiffre me coupe le souffle. Plus que tout ce que j'ai donné, plus que ce qui me reste sur mon compte. Comment peuvent-ils savoir ce que j'ai sur mon compte? L'avocate me regarde avec gravité. Quelqu'un leur donne ces informations. Quelqu'un qui a accès à vos données financières. Je réfléchis. Qui pourrait? Mon chef, Monsieur Lavigne, qui a accès à mon dossier RH, à mes fiches de paie, à ma situation financière pour les prêts entreprises. Mon patron, je murmure. Il habite dans la même résidence que mes parents. Sa femme et ma mère font leurs courses ensemble. Maître Dubois note dans son carnet. Nous allons porter plainte pour violation du secret professionnel. Mais d'abord, préparez-vous à cette réunion. Ils vont jouer sur l'émotion, la culpabilité, l'amour familial. Vous devez résister. Et si je craque? Et si je finis par payer? Si vous payez, vous ne vous en sortirez jamais. Ils reviendront. Encore et encore, jusqu'à ce que vous n'ayez plus rien. En sortant du cabinet, je me sens différent. Plus lourd et plus léger à la fois. Plus lourd du poids de la vérité, plus léger du poids des illusions. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un me dit que j'ai raison, que je ne suis pas fou, que ma famille a tort. C'est si rare qu'on m'a raison que j'ai presque envie de pleurer. Jour J. Bureau de Maître Benoît, avenue Montaigne. Un bureau cossu, aux meubles cirés, aux murs couverts de diplômes. Mes parents sont déjà là avec Camille. Ils portent leurs plus beaux habits, comme pour un mariage ou un baptême. Moi, j'ai mis mon costume gris de bureau. Sobre, professionnel, inattaquable. Alexandre? Maman se lève pour m'embrasser, les bras tendus. Je m'écarte. Bonjour. Son sourire se fige. Papa tousse dans son poing. Camille me regarde avec ses yeux de cocker. Maître Benoît présente les faits avec la solennité d'un juge. Mes parents estiment avoir subi un préjudice de 52 000 € suite à mon retrait brutal et injustifié de soutien financier. Ils réclament réparation. Monsieur Moreau avait établi un schéma de dons réguliers sur plusieurs années, dit leur avocat. Mes clients ont organisé leur vie en conséquence. Cette interruption soudaine et sans préavis les place en difficulté financière majeure. Maître Dubois sort ses dossiers. Mon client a effectué 47 donations volontaires sur 6 ans, sans jamais recevoir de contrepartie ni de remboursement. C'était des cadeaux entre membres d'une famille, proteste papa. Des gestes d'amour. Des gestes d'amour de 47 300 €, réplique mon avocate. Avec quel argent comptez-vous rembourser mon client? Silence. Un silence de plomb dans ce bureau cossu. Camille prend la parole, sa voix tremblante d'émotion. Alexandre a toujours voulu nous aider. C'était important pour lui. Il était fier d'être utile à sa famille. Particulièrement fier quand vous avez organisé une fausse agression pour lui soutirer 25 000 € supplémentaires? Camille pâlit. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Maître Dubois pose une série de photos sur la table. Camille au bar du Marriott, levant son verre de champagne. Camille avec ses amis, riant aux éclats. Camille payant l'addition avec des billets de 50.
Ces photos ont été prises le lendemain de votre prétendue agression. Mes parents regardent Camille avec stupeur. Ils ne savaient pas pour l'arnaque du chantage. Camille a agi seule cette fois. Camille, murmure maman, et sa voix se brise. Ma sœur baisse la tête comme une enfant prise en faute. Bon, reprend leur avocat, visiblement déstabilisé. Il y a peut-être eu des malentendus ponctuels, mais le préjudice global demeure. Monsieur Moreau était le pilier financier de cette famille. Le pilier ? Je prends enfin la parole, et ma voix résonne dans le bureau feutré. Ou le portefeuille sur pattes ? Maman sursaute comme si je l'avais giflé. Alexandre, qu'est-ce que tu dis ? C'est comme ça que tu m'appelles quand je ne suis pas là, maman. Camille me l'a dit. Parfois tu dis aussi l'assurance vie vivante. Le rouge monte aux joues de ma mère. Papa regarde ses chaussures. L'avocat adverse s'agite sur sa chaise. Il y a peut-être eu des mots malheureux, bafouille papa. Mais nous t'aimons, Alexandre. Tu es notre fils. Non, papa. Vous aimez mon compte en banque. Vous aimez ma générosité. Vous aimez ma naïveté. Maître Dubois sort un autre dossier. Mon client réclame le remboursement intégral des 47 300 € versés sous de faux prétextes. L'avocat adverse bondit. C'est ridicule. Ces sommes étaient des dons familiaux volontaires. Ces sommes étaient obtenues par manipulation affective et chantage émotionnel. Nous avons des témoins, des enregistrements, des preuves. Camille éclate en sanglots. Alexandre, tu ne peux pas nous faire ça. On est une famille. Une famille ? Je me lève et ma voix porte dans tout le bureau. Une vraie famille ne monte pas de fausses agressions. Une vraie famille ne me surnomme pas le portefeuille sur pattes. Une vraie famille ne me traîne pas devant un tribunal pour me soutirer encore plus d'argent. Tu étais heureux de nous aider, crie maman. Tu le faisais avec plaisir. J'étais drogué à votre reconnaissance. Vous m'avez rendu addict à votre amour conditionnel. Je prends mon manteau. Je n'ai plus rien à faire ici. Alexandre, attends. Papa se lève aussi. Tu es notre fils. On t'aime. Non, papa. Vous aimez ce que je vous apporte. Nuance. Je sors du bureau. Dans le couloir, j'entends maman pleurer, Camille supplier, papa crier. Une partie de moi a envie de revenir, de les consoler, de tout arranger comme avant. Puis je pense à ces 6 années perdues, à ces 47 000 € envolés. À cet homme de 30 ans qui découvre qu'il n'était qu'un distributeur automatique pour sa propre famille. Je ne me retourne pas. Pour la première fois de ma vie, je marche vers l'avant sans regarder en arrière. 8 mois plus tard. Gare du Nord, quai 3. Mon train pour Londres part dans 40 minutes. Dans ma valise, mes affaires, mes diplômes et les 28 000 € que j'ai récupérés grâce au procès. Pas tout, mais assez pour recommencer. Assez pour acheter ma liberté. Mon téléphone vibre. Un message de maman. Mon petit Alexandre, tu nous manques terriblement. La maison n'est plus la même sans toi. Reviens, s'il te plaît. Je regarde ce message longtemps. Très longtemps. Puis je le supprime sans répondre, comme j'ai supprimé les 47 précédents. Camille travaille maintenant. Papa aussi, pour la première fois depuis des années. Ils ont dû vendre la maison familiale de Vincennes pour rembourser une partie de mes créances et payer les frais d'avocat. Ils survivent très bien sans leur portefeuille sur pattes. Finalement, ils étaient moins fragiles qu'ils le prétendaient. Dans le train qui traverse la campagne française, je repense à ce plat à gratin que j'ai cassé dans le bureau de l'avocat. Je n'ai jamais aimé faire la cuisine. Je le faisais parce que ça leur faisait plaisir, parce que ça me donnait l'impression d'être utile, aimé, indispensable. Aujourd'hui, je commande des plats thaï et je mange devant Netflix. Et c'est parfait comme ça. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Partagez ci-dessous votre moment préféré, ou laissez simplement un cœur et le mot « J'écoute ». L'abonnement vous aidera à ne pas manquer les prochains chapitres. À Londres, personne ne sait que je suis le fils parfait. Personne ne compte sur mon compte en banque. Personne ne m'aime par intérêt. Personne ne me surnomme le portefeuille sur pattes. Et pour la première fois de ma vie adulte, je me sens vraiment libre. Libre d'être pauvre s'il le faut. Libre d'être riche pour moi. Libre de dire non. Libre de dire oui. Libre d'être Alexandre, tout simplement. Pas le fils parfait, pas le frère généreux, pas l'assurance vie vivante, juste Alexandre. C'est déjà beaucoup.